Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequignot. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Yannick BRUNPICARD, Plus loin que le développement durable, la durabilité 2014. Jean-Michel Lebeau, Éléments d'écologie humaine 2014. Claude Giraud, Qu'est-ce qui fait société 2014. Nicole Rollins, Manifeste pour la décolonisation de l'humanité femelle. Tome 4, Poussée d'émancipation et violence colonisatrice 2014. Khosrow Maleki, Introduction à la sociologie du mécontentement social 2014. Jean Penef, Howard S. Baker. Sociologue et musicien dans l'école de Chicago 2014. Jean-Michel Bessette, Être socio-anthropologue aujourd'hui, 2014. Alexandre Daflon, Il faut bien que jeunesse se fasse. Ethnographie d'une société de jeunesse campagnarde, 2014. Jean Penef, Howard S. Baker. Sociologue et musicien dans l'école de Chicago, 2014. Dominique Martin, Relations de travail et changement social 2014. Thomas Pierre, L'action en force et les forces en action. Sociologie pragmatique des forces 2014. Jean Ferrette, Dire, Souffrance hiérarchique au travail. L'exemple du secteur public 2014. Sous la direction de Sandrine Guémard et Angel Guido, Mobilité et transport durable, des enjeux sécuritaires et de santé 2014. Préambule. Cet ouvrage contient les actes du colloque organisé par l'association Vocation Sociologue et parrainé par Jean-Louis Horry, directeur de la Caisse d'allocation familiale de Paris, et Bérénice Vincent, vice-présidente du Conseil régional d'Aquitaine en charge de l'économie solidaire. Ce colloque s'est déroulé à l'Université Bordeaux-Ségalène, le jeudi 7 novembre 2013. La 10e journée d'études annuelle s'est proposée de placer, au cœur de la réflexion, la question du territoire et d'en faire la clé de voûte du colloque. Le territoire est aujourd'hui une notion centrale du discours politique et public, lieu de rencontre entre pouvoirs publics, entrepreneurs, citoyens et société civile. Il est la première échelle d'intégration et de développement des initiatives publiques, citoyennes et économiques. À l'image de son territoire, la journée d'études, Bordeaux et l'Aquitaine, quelle perspective d'intégration du territoire ? Fut une occasion de rencontre entre les différents acteurs du développement local. Universitaires, élus locaux, agents des collectivités territoriales, entrepreneurs, professionnels, citoyens, monde associatif, etc. Cette journée a été l'occasion d'interroger plus largement les notions de territoire et de développement local à partir d'approches pluridisciplinaires mêlant sociologues, juristes, étudiants en architecture, etc., à travers 3 axes d'investigation. 1. Produire et gouverner la ville autrement. 2. La fonction publique territoriale face aux discriminations. 3. Le projet territorial dans l'éducation. Présentation des auteurs par ordre alphabétique. Olivier Claverie est chargé de coordination scientifique en sciences humaines et sociales, épidémiologie et santé publique pour le Cancéropole Grand Sud-Ouest, et docteur en sociologie. Patrice Gaudier est enseignant contractuel en sociologie à l'École nationale supérieure d'architecture et du paysage de Bordeaux, ENSAP, et rattaché au Centre Émile Durkheim. Il travaille sur les questions urbaines liées à l'habitat, aux politiques urbaines et aux dynamiques métropolitaines. Ses recherches portent principalement sur les projets et stratégies urbaines de la métropole bordelaise dans le cadre du programme POPSU, plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines, réunissant une dizaine de grandes agglomérations françaises dont Bordeaux avec comme objectif de renouveler la connaissance sur la fabrication de la ville et de coproduire des savoirs au niveau local par la mobilisation conjointe et croisée d'institutions de recherche et d'acteurs.
Pierre Nave est doctorant au Centre Émile Durkheim sous la direction d'Andy Smith, Sciences Po Bordeaux. Sa thèse, intitulée « Ancrage territorial et régulation de la concurrence », le cas des circuits courts en Aquitaine, est financée par le Conseil régional d'Aquitaine, cherche à rendre compte du point de vue de la sociologie économique et politique des marchés de l'encastrement territorial des marchés de fruits et légumes sur l'agglomération bordelaise et plus généralement en Aquitaine. Yamina Remichi est attachée temporaire d'enseignement et de recherche en 2014 à 2015 à l'Université de Bordeaux et membre du laboratoire de recherche Centre Émile Durkheim. Doctorante en sociologie, ses domaines de spécialisation sont l'analyse des politiques publiques, plus précisément des discriminations et de la diversité croisée avec la gestion des ressources humaines. Sa thèse porte sur l'application locale des politiques de diversité via les pratiques de recrutement au sein des administrations publiques territoriales. Elle établit une comparaison franco-néerlandaise de deux études de cas. Christine Romandzialowski est directrice de Pays et Quartiers d'Aquitaine, Centre de ressources régionales pour le développement territorial en Aquitaine. Cette structure est chargée de faciliter la circulation des informations et des expériences relatives au développement territorial, afin de répondre aux demandes des acteurs aquitains. L'équipe de PQA anime et accompagne des groupes d'acteurs, édite de nombreuses publications, propose un grand nombre de ressources documentaires et assiste les acteurs territoriaux à la mise en œuvre des programmes européens en Aquitaine. Depuis sa création en 2000, PQA a déterminé un certain nombre de chantiers prioritaires tels que l'agriculture et les circuits courts, le développement économique, le développement durable, l'éducation, la gestion urbaine de proximité, la santé, etc. Sandrine Ruy est sociologue, maître de conférences à l'Université Bordeaux-Ségalène. Membre du Centre Émile Durkheim, elle est membre du comité de lecture de la revue Sociologie. Elle est spécialisée dans la sociologie de l'action publique et de la démocratie participative, et travaille actuellement sur une recherche portant sur la participation du public à l'élaboration des textes réglementaires nationaux, en matière d'environnement en France et à l'étranger. Par ailleurs, elle a récemment coécrit avec F. Dubay, Aucouzin et E. Massé Pourquoi moi ? L'expérience des discriminations, 2013, Editions du Seuil, ouvrage visant à analyser l'expérience des discriminations chez les personnes susceptibles de les subir. Jérémy Saïseau est doctorant en droit public, spécialisé en droit européen. Sa recherche s'intéresse principalement à l'appréhension par le droit des faits de discrimination. En 2012, il a entamé une thèse sur les collectivités territoriales face aux risques discriminatoires, dans le cadre d'un partenariat institutions-citoyens pour la recherche et l'innovation financé par la région Île-de-France. Ce projet est copiloté par le Centre de recherche et de documentation européenne et internationale de l'Université de Bordeaux et l'association SOS Racisme, Touche pas à mon pote dont il est salarié. Parallèlement, il participe au comité de veille et d'action contre les discriminations et pour l'égalité de la municipalité bordelaise, à titre de personnalité qualifiée. Andy Smith est enseignant à l'IEP de Bordeaux, directeur de recherche FNSP, Fondation nationale de sciences politiques. Il est également directeur du Centre Émile Durkheim. Andy Smith travaille actuellement sur 3 thématiques: le gouvernement européen des industries, GEDI, la régulation politique du commerce international et les usages politiques du territoire. L'approche qu'il a développée pour aborder ces objets s'inspire du constructivisme social, de l'institutionnalisme historique et sociologique, de l'analyse cognitive des politiques publiques et de la sociologie des relations internationales. Au cours d'une opération de recherche sur le GEDI financée par l'ANR qui, entre 2009 et 2012, va fédérer ces 3 thèmes de recherche, il appliquera son approche aux questions et aux débats en économie politique qui concernent l'institutionnalisation et la légitimation des secteurs. Marine Tixier, Université Victor Ségalène Bordeaux 2, Laboratoire PAV, École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, est actuellement en 3e année de thèse à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux au sein de laquelle elle a obtenu son diplôme d'État conférant le grade de master en 2011. Dans la continuité de son mémoire intitulé «
le référentiel corbuséen dans l'enseignement du projet d'architecture. Elle s'intéresse aux valeurs pédagogiques de la réinterprétation des références. Vacataire à l'ENSAPBX, elle participe à divers projets pédagogiques, parmi lesquels le REA, colloque international du réseau des écoles d'architecture françaises d'Europe centrale et orientale, sur la thématique des références dans la pédagogie. Manon VIVIERE, École doctorale ED 303 des sciences sociales. Société Santé Décision, SP2 Société Politique Santé Publique, PAV, membre du Centre Émile Durkheim UMR 5116, École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, est chargée d'études à l'Agence Place et doctorante en sociologie urbaine, convention CIFRE. Elle réalise une thèse intitulée « La reconquête des faubourgs métropolitains, l'acceptabilité sociale de la densification de l'habitat en question ». Son intervention professionnelle porte notamment sur les conditions de l'acceptabilité de la densité urbaine, dans le cadre des projets de renouvellement urbain, de régénération des faubourgs, de reconquête des centres-bourgs et des tissus périurbains. Elle engage les méthodes de la sociologie urbaine et de l'ingénierie de la concertation pour décrypter les pratiques sociales et urbaines et anticiper les évolutions sociétales. Elle participe aux interventions de l'agence visant la coproduction et le co-apprentissage des projets, le faire ensemble. Elle a publié en 2013 une partie de ses travaux. Démolir pour faire le plein, dans le numéro 4 de la revue Cambo, cahier de la métropole bordelaise, dans le dossier Refaire la ville sur la ville, sous la direction de Thierry Oblet. Introduction, Andy Smith. Cet ouvrage regroupe essentiellement les résultats de recherche et les interprétations par les jeunes chercheurs en sciences sociales qui, chacun à sa manière, sont interpellés par l'évolution du territoire en Aquitaine. Que ce soit en analysant les pratiques éducatives ou en décortiquant différentes facettes de l'action publique locale, le rapport dialectique entre, d'une part, ce qui structure un territoire et d'autre part, les habitants qui le structurent en le faisant évoluer, est au centre des études restituées ici. Par ce biais, on reconnaît bien la volonté profonde et soutenue de l'association Vocation Sociologue de réencastrer les sciences sociales dans la vie de la cité, et ceci notamment aux échelles de la ville de Bordeaux et de la région d'Aquitaine. En lisant les pages qui suivent, j'ai trouvé que ce pari est très largement réussi, surtout parce que, au-delà des données inédites présentées et des analyses qui prennent souvent le contre-pied des idées reçues, se dessine de manière cumulative une illustration fascinante du concept même du territoire. Plus exactement, les chapitres de l'ouvrage montrent à nouveau que tout territoire est un construit social qui comporte les trois aspects suivants. Un espace d'action publique, c'est-à-dire un périmètre au sein duquel se déroulent des tentatives de structurer la vie en société en s'appuyant sur les normes et les interventions publiques diverses. Un espace de pratique, et donc de calcul socio-économique relativement constant, concernant l'alimentation que l'on achète, où on cherche à habiter, etc. Un espace de représentation qui délimite à la fois qui accède aux mandats politiques et socio-professionnels, mais aussi le répertoire de référents et du sens à même de légitimer ces représentants et leurs actions. Autrement dit, il ne suffit pas de décréter qu'un territoire existe par le haut. Au contraire, les histoires analysées dans ce livre montrent que ce sont les actions menées par les hommes et les femmes qui institutionnalisent, ou pas, un territoire en le légitimant. Cette hypothèse est largement validée dans un premier temps par le chapitre de Pierre Nave qui porte sur les politiques régionales et locales, visant à favoriser le développement de circuits courts alimentaires. Parfois maladroitement, les porteurs de ces politiques cherchent également, et peut-être surtout, à redynamiser et à restructurer les filières agricoles aquitaines. En tentant ainsi de rapprocher la ville et la campagne, les citadins et les ruraux, un certain aménagement du territoire localisé est également visé, et ceci en grande partie pour accorder davantage de sens social aux actions des collectivités territoriales concernées. Une telle quête de sens se lit également dans le chapitre de Manon Vivière qui porte sur l'urbanisme durable, à Bègles. À une époque où la métropolisation de l'agglomération bordelaise encourage la rédensification de cette commune, on ne peut qu'être frappé par l'acharnement avec lequel de nombreux acteurs cités dans ces pages cherchent à retenir un esprit villageois pour leur commune. En effet, comme le montre également Marine Tixier dans son chapitre sur la médiation architecturale,
ce travail pour naturaliser, voire réinventer les territoires est très loin d'être réservé aux élus politiques. En encourageant les collégiens non seulement à s'intéresser à l'architecture, mais plus généralement à recoder leur environnement à travers le prisme d'une logique de projet, on voit bien que toute une panoplie de professions peut participer à la construction des territoires. Toutefois, comme 2 autres chapitres de l'ouvrage le soulignent, il ne faut pas non plus tomber dans le piège qui consisterait à considérer que les territoires locaux sont forcément plus soucieux de respecter des valeurs sociales, et notamment celle de l'égalité, que d'autres échelles territoriales. Comme le démontre Yamina Remici-Mesiani en analysant l'accès inégal à la fonction publique locale, à cette échelle les phénomènes sociaux par lesquels passent les discriminations, mode de présentation de soi institutionnalisé, importance des réseaux sociaux pour la circulation des informations et les appuis de toutes sortes, peuvent s'avérer être particulièrement forts. En effet, comme le montre l'analyse juridique de Jérémy Cézot, ces formes de discrimination et leur faible régulation renvoient in fine à la question du rapport entre la décentralisation à la française et le principe même de l'égalité. Nous savons tous que, comme bien d'autres expérimentés ailleurs dans le monde, cette décentralisation comporte des contradictions et des incohérences particulièrement criantes. À l'heure où le gouvernement national se prête à réintervenir sur le rapport centre-périphérie en réinventant des régions par le haut, les analyses présentées ici contribueront utilement à rappeler que, pour obtenir des résultats sociaux bénéfiques et équitables, tout ceci ne peut être qu'une affaire de cartes et de mécano organisationnels. Il faut aussi et surtout se poser la question de quel territoire on veut, au nom de quoi et pour qui. 1. Produire et gouverner la ville autrement. Présentation Patrice Gaudier. À partir de 2 des différents axes constitutifs de cette journée d'études, l'action publique territoriale et la dynamique du local global qui la sous-tend, les 2 contributions ont en commun de montrer les changements d'échelle territoriale de référence qui sont à l'œuvre actuellement dans le pilotage et le portage de politiques aussi différentes que celles de la densification de l'habitat, Manon Vivière, et de la gouvernance alimentaire des territoires, Pierre Nave. Pour la densification, on assiste là comme ailleurs, le territoire bordelais en est l'expression, à la mise en œuvre localisée d'un référentiel qui en matière d'aménagement et d'urbanisme prend appui sur la notion de ville durable. Une notion dont on connaît les grands principes qui s'affichent dans nombre de documents cadres, notamment ceux qui concernent la planification territoriale. Densification, mixité sociale et fonctionnelle, proximité spatiale, gestion économe des ressources environnementales, sobriété, etc. Le texte de Manon Vivière montre comment cette dynamique globale s'effectue localement, à marche forcée, dans le cadre du renouvellement urbain d'une commune de banlieue comme Bègles dont il faut faire évoluer l'image en termes d'attractivité en s'appuyant sur ces principes, définis à l'échelle métropolitaine. Pour les circuits courts, le texte de Pierre Nave analyse la dynamique de changement qui découle d'une inflexion majeure des politiques agricoles dans le sens d'une relocalisation et d'une conception plus territorialisée des politiques dont les collectivités locales deviennent un acteur majeur en termes de pilotage. Dans ce cadre, l'intérêt des contributions réside surtout dans l'analyse des répertoires d'actions qui sont mis en œuvre stratégiquement par les acteurs, élus locaux et techniciens de l'action publique, pour inscrire cette dynamique locale globale, dans une optique de New Localism dans les territoires. Ainsi, pour le cas de Bègles, le recours au village urbain en tant qu'investissement de forme montre bien la volonté politique de traduire le processus de densification du territoire communal dans des termes culturels, d'inscription dans le génie des lieux. La diffusion d'événements sur le registre de la mémoire et du patrimoine local participe également de ce processus. La culture devient un élément essentiel de la politique d'aménagement. De même, la mise en place des circuits courts de proximité qui nécessitent de considérer le territoire comme bassin de production fait écho aux initiatives multiples prises par les producteurs locaux, maraîchers, agriculteurs, et la mise à l'agenda des institutions métropolitaines sur le thème de l'agriculture urbaine et de l'économie sociale et solidaire. Si les 2 textes ont pour intérêt d'interroger avec finesse les modalités de la gouvernance locale dans la fabrique contemporaine de la métropole à travers 2 types d'instruments d'action publique, outils, la densification de l'habitat, les circuits courts de proximité, ils peuvent aussi être prolongés par un questionnement plus spécifique.
En posant par exemple pour l'un la question des leaderships politiques et techniques, et de leur concurrence éventuelle, qui portent ces changements aux différentes échelles, du quartier à l'agglomération et à l'ère urbaine. Ou bien en interrogeant pour l'autre le contenu des discours adressés aux populations, professionnels, catégories d'habitants, entrepreneurs, ciblés plus spécifiquement par ces actions. La gouvernance des circuits courts de proximité sur l'agglomération bordelaise, premier résultat, Pierre Nave. Introduction. Face à l'opacité du fonctionnement de certaines filières agroalimentaires industrialisées, aux crises sanitaires récentes qui ont pu en découler, ESB, bactéries E. coli, grippe aviaire, à la nécessité de stimuler l'agriculture locale permettant à la fois de préserver des espaces agricoles et naturels en zone périurbaine et de répondre à la demande croissante en produits locaux, les politiques agricoles cherchent de plus en plus à favoriser le développement de circuits courts de proximité, CCP par la suite, visant à rapprocher producteurs et consommateurs. Ces circuits courts peuvent être définis de deux manières. La définition, proposée en 2009 par un groupe de travail interministériel réuni à la demande du ministre de l'Agriculture Michel Barnier, entérine une définition relationnelle, basée sur l'absence ou la présence d'un seul intermédiaire entre producteurs et consommateurs. Une autre définition des circuits courts renvoie à la proximité géographique entre lieux de production et de consommation. La problématique de l'approvisionnement des marchés bordelais en produits issus de l'agriculture locale et de préférence biologique implique pour l'ensemble des acteurs concernés, qu'ils soient producteurs, techniciens des organisations professionnelles agricoles, fonctionnaires des administrations publiques territorialisées, ou élus locaux, une réflexion sur le maintien d'une agriculture périurbaine en lien avec la revalorisation de certaines filières locales destinées à approvisionner l'agglomération. La mobilisation de ces différents acteurs locaux autour de cette problématique correspond à une évolution des modes de gouvernement de la distribution des produits agricoles et du référentiel sectoriel agricole, Jaubert et Muller, 1987, Muller, 2011, que je m'efforcerai de présenter de manière synthétique dans cette introduction. 1. Contexte et définition. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un constat s'impose au gouvernement libérateur. Il s'agit désormais pour la France de rattraper son retard sur les nations les plus industrialisées et l'appareil productif doit être modernisé. En effet, le souci des politiques agricoles telles qu'elles ont été menées depuis le début du siècle était de contrebalancer les effets de l'urbanisation et de l'exode rural par le maintien de campagnes peuplées afin de préserver les équilibres sociaux et économiques du monde rural. Ainsi, jusqu'aux années 60, la norme de stabilité prévalait sur celle de modernisation ou d'adaptation, Muller 2000. À partir des années 60, ce référentiel global change. Cette volonté politique modernisatrice va rencontrer celle du CNJA qui partage les mêmes convictions quant à la nécessité de moderniser les exploitations agricoles pour les rendre viables et transformer les agriculteurs en exploitants ou entrepreneurs, Muller, 1990. Dans les faits, cette nouvelle politique sera élaborée sans la participation du ministère de l'Agriculture. Mais, à mesure que le secteur agricole se constitue et que les agriculteurs se professionnalisent, l'État doit affronter une double opposition professionnelle, celle des élites rurales traditionnelles et des jeunesses agricoles catholiques qui développent une philosophie de l'action et de la formation en milieu paysan fondée sur l'autonomie et la prise de responsabilité directe. Jaubert et Muller, 1987, page 91, qui va notamment renforcer le pouvoir des chambres d'agriculture et limiter l'influence de l'État sur les mondes agricoles. Celui-ci se trouve alors cantonné aux fonctions de surveillance et contrôle, la formation étant dévolue aux organismes professionnels. Ainsi, dans la mise en œuvre de la nouvelle politique agricole dans un contexte d'ouverture européenne, les fonctionnaires les plus orientés vers l'économie agricole se trouvent laissés de côté par le ministre Pisani, tandis que l'exécution de la politique agricole est laissée à des spécialistes de l'aménagement rural, Jaubert et Muller, 1987. La question des débouchés de la production agricole n'est alors pas intégrée à la politique sectorielle, qui envisage l'agriculture sous l'angle de son entrée dans la modernité, le référentiel professionnel en vigueur étant centré sur la maîtrise technique des professionnels. Parallèlement,
l'échelon européen tend à s'imposer comme le niveau de décision central pour la définition des politiques agricoles. La création du marché commun par le traité de Rome en 1957 et la mise en place de la politique agricole commune en 1962 pour 6 familles de produits renforcent cette dynamique d'ouverture de l'agriculture française au marché mondialisé. De fait, la construction politique et économique de l'Europe va renforcer la politique nationale de modernisation et d'ouverture des marchés agricoles. Cependant, avec l'érosion de la croissance économique à partir des années 80 et la mise en lumière d'une série de problèmes structurels mettant plus ou moins directement en cause les effets de la PAC sur l'économie agricole, crise de surproduction, dépendance accrue des producteurs à l'égard des groupes de la grande distribution, maintien de niveaux de prix artificiels grâce aux subventions européennes et l'environnement, pollution des sols et de l'eau, destruction des paysages naturels, etc. Les gouvernements européens sont contraints de prendre en compte la dimension économique et environnementale des activités agricoles, ce qui se traduit par une restructuration des budgets de la PAC avec l'introduction des premières mesures agro-environnementales en 1992 et la création du second pilier consacré au développement rural en 1999. En effet, alors qu'au cours de la période précédente, l'agriculture était évaluée à l'aune de sa seule capacité productive, l'apparition de problèmes environnementaux liés à l'agriculture replace les relations de l'exploitation agricole avec son environnement écologique, mais aussi social et économique, au centre du débat, à l'ère 2002. Avec la reconnaissance du caractère multidimensionnel de l'agriculture, à l'ère et du peuple, 2003, c'est tout le modèle d'intervention publique français qui se trouve transformé, et ce d'autant plus que le système de cogestion à la française qui ne fonctionne bien qu'en circuit fermé, c'est-à-dire tant que les différents acteurs parviennent à contrôler suffisamment les effets du marché. Muller 2000, page 37, ne parvient plus à réguler de manière efficace le secteur agricole, ce qui tient notamment à la libéralisation des marchés sur lesquels transitent les produits agricoles. Centré sur les filières productives et postulant un certain degré d'abstraction par rapport au territoire, le modèle de développement agricole tel qu'il avait été pensé et mis en place dans les années 50 à 60, se trouve alors dépourvu de solutions pour répondre aux crises que traversent les mondes agricoles. Ainsi, depuis le début des années 80, face aux problèmes récurrents rencontrés par les filières agroalimentaires cogérées par l'État et les organisations professionnelles agricoles et dans le cadre de la réforme de décentralisation consacrant la création des conseils régionaux comme entités administratives, on assiste d'une part à une territorialisation des politiques agricoles, caractérisée par de nouvelles procédures de décision, de nouvelles échelles de gouvernement faisant plus de place aux acteurs locaux dans la définition des enjeux stratégiques et la mise en place d'accords interprofessionnels. La territorialisation des politiques renvoie à des formes de gouvernance moins hiérarchiques, impliquant de nouvelles procédures de décision qui misent sur l'implication des acteurs de terrain pour s'adapter aux réalités locales, permettent l'ouverture des sphères de négociation et de décision publique à de nouvelles organisations et cherchent à inscrire ces processus de décision dans des logiques de projets locaux fédérateurs conduisant à définir les politiques sous la forme de programmes Intervention en réponse à des problèmes socio-économiques et ciblés sur des zones ou des populations préalablement définies, Berrier-Soliec et al., 2005. Pour autant, comme l'ont montré certains travaux en sociologie politique, Le Pape et Smith, 1991. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.